Ah, c'est là, oui. Très bien. C'est une belle salle, hein, ici. Il y a une captation vidéo pour... Oui, très bien. Très bien. Mes chers collègues, nous recevons cet après-midi Madame Charlotte Cobel, secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'enfance, sur l'application des lois réformant la protection de l'enfance. L'audition fait l'objet d'une captation vidéo. Madame la ministre, j'ai souligné il y a 3 semaines toute l'importance que notre commission attache au suivi de l'application des lois. Le Sénat a d'ailleurs modifié son règlement en 2019 pour confier une mission de suivi au rapporteur des projets et propositions de loi examinés par le Sénat et a préconisé récemment par la voix du groupe de travail que pilotait Pascal Grenier de conforter encore cette mission par le contrôle approfondi de l'application des lois emblématiques. C'est ainsi que cette année, Bernard Bonne a été chargé d'une mission d'information relative à l'application des lois réformant la protection de l'enfance, et elles ont été successivement nombreuses. Vous pouvez voir dans cette désignation à la fois l'importance que ces textes et donc le secteur dont vous avez la charge a à nos yeux, et notre préoccupation face à l'ampleur des mesures qui restent à prendre afin de bien appliquer la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. Comme je l'ai indiqué à la Commission, seulement 37% des mesures réglementaires attendues ont été prises. 17 textes réglementaires sont encore en attente de publication, auxquels s'ajoute une ordonnance dont le délai d'habilitation a expiré et un rapport au Parlement non rendu, mais le Sénat a une position tout à fait singulière sur les rapports. Nous n'en demandons pas justement parce qu'ils ne sont jamais rendus. Madame la ministre, je vais vous laisser la parole afin que vous nous précisiez les raisons de ces retards et l'action du gouvernement pour y remédier au plus vite. Ensuite, Bernard Bonne, puis l'ensemble des commissaires pourront vous interroger. Je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Madame la Présidente, merci pour vos mots, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Je suis très heureuse et évidemment très engagée sur cette réunion de cet après-midi devant votre commission pour échanger avec vous sur les sujets de l'enfance et plus spécifiquement de la protection de l'enfance et plus particulièrement sur l'application de cette audacieuse et ambitieuse loi du 7 février 2022. Nous en avions déjà discuté avec le sénateur Bonne, qui vient derrière 2 grosses lois de 2007 et de 2016 qui elles-mêmes interrogent sur leur entrée en vigueur. Je me permets d'ailleurs d'avoir une petite précision sur la façon dont on peut parler de l'application des lois. Il y a évidemment de la déclinaison réglementaire, et c'est l'enjeu de la loi du 7 février 2022, mais il y a bien sûr aussi la réalité de la prise en compte des textes par les opérateurs sur le terrain, qui est une ambition encore plus importante et sur laquelle, évidemment, j'attends beaucoup de la mission qui vous est confiée, puisqu'elle permettra peut-être d'éclairer encore plus le gouvernement sur la réalité de cette application, notamment des lois de 2007 et 2016. En tout cas, je l'avais déjà dit dans ma précédente audition, je suis très attachée à la mise en œuvre de cette loi du 7 février 22. Dès mon arrivée au gouvernement, je m'y suis attelée, étant entendu que vous l'auriez vous-même évidemment constaté, cette loi a été adoptée tardivement dans le précédent quinquennat, à la fin du précédent quinquennat. C'est moi qui... à la fin du précédent quinquennat, et que par ailleurs, évidemment, les administrations, toujours évidemment très engagées, se sont retrouvées dans cette période un tout petit peu particulière du calendrier électoral, et qu'il a donc fallu attendre la nomination du gouvernement 1, puis du gouvernement 2, pour que les choses s'enclenchent, évidemment. Je voudrais aussi quand même préciser quelque chose, c'est que, j'y reviendrai, ce texte est très ambitieux et il comportait beaucoup de renvois vers le pouvoir réglementaire, et j'y reviendrai, c'est pas rien, avec énormément de dispositions qui, compte tenu du calendrier de ce texte, ont fait l'objet d'études d'impact rapides. 3 petits points, y compris dans leur impact financier sur les départements. Et dans ma démarche sur la mise en œuvre de cette loi, j'ai repris beaucoup de discussions avec les départements dans un contexte, et je m'y attarderai aussi, extrêmement tendu sur la protection de l'enfance. Ce qui explique une partie des délais
que vous avez soulignées très légitimement. Je me permets quand même en propos liminaire, pardonnez-moi puisque j'ai l'occasion de m'exprimer devant vous, de vous faire un tout petit point sur les 5 chantiers prioritaires qui recouvrent en grande partie les enjeux de ce texte et qui m'ont été assignés par la Première ministre. J'avais eu l'occasion d'en parler à l'occasion de ma première audition dans le cadre du Conseil interministériel, du Comité interministériel de l'enfance qui a été réuni par la Première ministre à l'issue de la Semaine des droits des enfants en novembre dernier. La Première ministre avait fixé 5 priorités. La première, la lutte contre les violences faites aux enfants. J'annoncerai au mois de juin prochain la continuité du plan de lutte contre les violences faites aux enfants, tant cette réalité reste prégnante dans notre pays. La deuxième priorité, c'était l'égalité des chances et la priorité faite à 2 publics. Et on retrouve la thématique de ce jour, 2 publics, les enfants protégés, donc être particulièrement attentif à ce public, et les enfants en situation de handicap. Vous savez qu'on a eu pas mal d'éléments sur ce sujet-là dans le cadre de la Convention nationale du handicap qui a eu lieu il y a quelques semaines autour du président de la République. La troisième priorité, c'est la protection des enfants au numérique. Nous étions hier devant votre Assemblée pour adopter un texte. Vous savez qu'on a plusieurs textes en cours, vous en êtes saisis. Et puis nous aurons le PJL porté par Jean-Noël Barrot au mois de juillet devant votre Assemblée en priorité sur ce sujet tout à fait essentiel. La santé des enfants comme 4e priorité. Nous attendons les conclusions des assises de la santé des enfants avec énormément d'attention. Vous le savez que notamment la santé mentale des enfants nous inquiète énormément. Les signaux aujourd'hui sont extrêmement alertants un peu partout. Et puis, bien sûr, le service public de la petite enfance. Jean-Christophe Combe a annoncé en séance il y a quelques minutes des annonces bientôt de la Première ministre sur ce sujet-là. Donc, ces 5 chantiers prioritaires sont en cours, évidemment, d'action importante dans un travail interministériel que je suis avec attention. Le 15 juin prochain, nous ferons un point. C'est moi qui présiderai le Conseil interministériel de l'enfance avec l'ensemble des ministres concernés sur ces 5 priorités fixées par la Première ministre. Donc, sur la question de la loi du 7 février 2022, très rapidement, je répète, c'est à nouveau, un peu d'ailleurs comme la loi de 2007 et la loi de 2016, cette loi arrive après des mois et des mois de concertation. Elle porte de nombreuses attentes de nombreux acteurs. C'est la richesse du champ de l'enfance. On est très nombreux à intervenir sur ce sujet-là. Autant les associations que les élus, que les acteurs institutionnels ont porté auprès d'Adrien Taquet énormément d'attentes et auprès de vous, bien sûr, sénateurs, et auprès de l'Assemblée, de nombreuses attentes. Ce texte est très riche, il porte sur de nombreux sujets et il renvoyait à de nombreux décrets. Il a été adopté extrêmement rapidement en fin de quinquennat et je peux dire que pour plusieurs raisons, son impact financier a été quand même un peu évalué rapidement. C'est dans ce contexte que quand je suis arrivée en mai et en juin l'année dernière, j'ai repris la tâche rapidement avec Départements de France et avec l'ensemble des présidents de départements pour discuter avec eux des modalités de mise en œuvre d'un certain nombre de dispositions prises dans ce texte. La première des choses qui m'a paru importante de mettre en œuvre, et c'est en œuvre, et ça ne relève pas du décret, mais croyez-moi bien, ça a pris pas mal d'énergie, c'est le baptême du GIP France Enfance Protégée, qui relève donc d'une convention et donc pas d'un décret, mais je pense qu'il est important pour moi de vous dire que ça fait partie de l'application de ce texte. Ce GIP est une originalité administrative, Madame la Présidente, puisque nous avons une gouvernance partagée entre l'État, et quand je dis l'État, c'est de nombreuses directions qui viennent de nombreux ministères sous la tutelle, sous la houlette, la coordination de la Direction générale de la cohésion sociale, mais nous avons la justice, l'éducation nationale, la santé qui sont représentés dans le collège État. Nous avons le collège des départements, et on le sait, même si Départements de France assure une animation très cohérente, nous avons une richesse des dispositifs de protection de l'enfance d'un département à l'autre et des approches différentes d'un département à l'autre. Donc le collège département a aussi sa richesse. Et nous avons un collège d'associations qui comporte des associations, j'allais dire, engagées, des associations gestionnaires, des associations de premiers concernés, c'est très important pour nous, des associations de famille. Cet organe administratif, non seulement a comme ambition d'aider, d'appuyer
l'ensemble des politiques publiques, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient territoriales, mais elle a aussi pour ambition, enfin ce GIP a pour ambition d'apporter des éléments chiffrés, d'être centre de ressources en matière de protection de l'enfance, et il fallait donc mettre au monde ce GIP un peu particulier, établir un budget que vous avez bien voulu voter pour l'année 2023, et ça a été un exercice qui a pris une partie de l'été. Voilà. Vous savez que ce GIP héberge aussi le 119 et l'Agence française de l'adoption, puisque l'idée de ce GIP était aussi de rapprocher le sujet d'enfance en danger et le sujet d'adoption, conformément aux textes qui ont été pris d'ailleurs, un texte qui a été pris le même jour, en février 2022. La deuxième priorité que j'ai mis et qui s'est traduite elle par un décret, c'est la mise en place des comités départementaux de la protection de l'enfance. Dans le texte, il y a une expérimentation qui a été prévue. Personnellement, en qualité de directrice de la protection judiciaire de la jeunesse et maintenant en qualité de ministre, je considère que c'est une institution qui était indispensable à mettre en œuvre, puisque c'est une institution qui, territorialement, est pilotée par le préfet en charge de la coordination des services de l'État, le préfet, la préfète, le président, la présidente du conseil départemental, qui est bien sûr chef de file en matière de protection de l'enfance, et en présence de l'autorité judiciaire, tant l'autorité judiciaire a évidemment un impact en matière de protection de l'enfance. Ces comités départementaux ont vocation, vous le savez, à non seulement faire un état des lieux des besoins et de l'offre, et donc une stratégie de l'offre de dispositifs de protection de l'enfance, un état des lieux et une stratégie en matière de contrôle extrêmement important en matière de protection de l'enfance, et bien évidemment se saisir de tout autre sujet, y compris des sujets très concrets, des commissions cas complexes ou zéro enfant sans solution, si vous préférez quelque chose de plus positif, des commissions accompagnement à l'autonomie, très important pour les sorties de protection de l'enfance, et éventuellement des commissions en lien avec l'accompagnement des professionnels, tant on sait qu'on a un sujet de professionnels sur les territoires et qu'il faut avoir une vision transversale sur ces sujets-là. Donc ces comités départementaux, le décret bien sûr a été pris et j'en ai déjà installé 4 ou 5 et les autres sont en cours d'installation. Et j'ai pu mesurer l'intérêt, le plaisir c'est un mot peut-être un peu excessif, mais en tout cas la grande attente et la grande volonté de l'ensemble des acteurs autour de la table. Et évidemment, ceux qui n'étaient pas présents ce jour-là ont tous écrit en disant qu'ils voulaient être les jours suivants. Donc j'en attends beaucoup. Vous le savez, je considère que c'est une politique éminemment territoriale et qu'il faut s'inscrire dans le territoire et que ces comités départementaux auront évidemment toute leur place. Nous avons d'ailleurs relancé les ensembles des départements qui n'ont pas été candidats à l'expérimentation et j'espère que nous allons pouvoir élargir cette expérimentation. Je rêverais d'avoir un département ultramarin dans cette expérimentation. Ça me paraîtrait quand même être important d'avoir évidemment ces départements représentés dans l'expérimentation. Voilà. Je voulais dire que sur l'ensemble des autres dispositions, et je vais rentrer dans le détail des mesures qui doivent être prises par décret ou qui sont déjà prises par décret, j'ai fait en sorte de consulter les départements dans l'ensemble de mes déplacements. J'ai vu aujourd'hui plus de 30 départements sur le terrain et j'ai interrogé sur un certain nombre de ces décrets qui ont un fort impact pour les départements. Mais n'oubliez pas aussi ce qui explique un peu les délais d'adoption des décrets qui sont très nombreux à être en Conseil d'État, c'est que nous devons consulter un certain nombre d'instances, au premier rang desquelles le Conseil national de protection de l'enfance, qui a été aussi renouvelé par la loi, qui devait aussi faire l'objet d'un décret avant de pouvoir rendre des avis sur ses propres textes. Donc il y a eu aussi un peu un mécanisme de délai pris par le Conseil national de protection de l'enfance, qui, très légitimement, prend du temps pour évaluer ces décrets à l'aune de l'intérêt supérieur de l'enfant, du droit des familles, des enjeux de protection de l'enfance. Et il n'est pas toujours facile de leur laisser les délais que l'on laisse parfois un peu excessivement au Conseil d'État. On arrive à obtenir des délais très brefs du Conseil d'État. Il n'est pas légitime que le Conseil national de la protection de l'enfance prenne du temps sur l'évaluation de ces décrets. Alors, dans les 42 articles qui composaient la loi, 14 prévoyaient des renvois à des mesures d'application à prendre par voie réglementaire. Au total, ça recouvrait 28 mesures. Voilà. Aujourd'hui, au 1er mars 2023, 24 mesures
était active en vertu de la loi, donc entrée formellement en vigueur. Une mesure étant avec entrée différée au 1er février 2024. Une mesure envoyée à un décret à titre éventuel. Nous l'avons sorti de notre liste parce que nous considérons de facto que nous n'avons pas besoin de décret. Et 2 mesures ont été mises hors compteur car il ne s'agissait pas d'un décret d'application de la loi où le décret n'était pas nécessaire. De nombreux décrets sont en cours de procédure et doivent être publiés avant l'été, portant à 75% le taux d'application de la loi au début de l'été. Voilà. Beaucoup sont dans le pipe du Conseil d'État. 6 décrets d'application ont été publiés, correspondant à 9 des 24 mesures identifiées. Dans les décrets, nous avons le décret sur les informations préoccupantes, un qui porte sur un accroissement de leur qualité fondé sur le référentiel de la Haute Autorité de santé que vous avez souhaité rendre de portée législative, un autre qui permet le retour d'informations à tous ceux qui ont signalé. Ces 2 décrets ont été pris. Un décret très important avec un impact financier non négligeable qui a justifié des discussions assez importantes avec les départements, le décret relatif à la rémunération des assistants familiaux. Autant vous dire qu'il était essentiel, la courbe démographique des assistants familiaux s'écrase. Je ne suis pas tout à fait sûre que ce décret va inverser l'engagement des familles à accueillir des enfants confiés par la protection de l'enfance. En tout cas, c'était un souhait du législateur. Ce décret est pris et reste à le mettre effectivement en vigueur et à faire en sorte que ces assistants familiaux soient payés. Ils le sont quand ils sont salariés des départements. On pourra y revenir, mais la question du financement de ces mesures, quand les assistants familiaux sont rémunérés par des associations, il y a un petit peu un délai, un petit retard à l'allumage, si je puis me permettre, sur ces choses-là, puisque les départements négocient des conventions de financement avec un petit délai. Le décret prévoyant l'expérimentation, comme je vous l'ai dit, des conseils départementaux de la protection de l'enfance a été pris et les 2 décrets instituant le Conseil national de l'adoption et le Conseil national de la protection de l'enfance ont été prêts. Là aussi, vous le savez, que la constitution de ces conseils exige des concertations, des discussions, des équilibres et parfois des réclamations tout aussi légitimes. 15 mesures actives sont en attente de décret d'application. Sur ces 15 mesures, 9 ont déjà fait l'objet de concertation avec les parties prenantes, sont en instance de publication ou sont en cours d'examen par le Conseil d'État. Il s'agit du décret hôtel, extrêmement sensible. Permettez-moi de vous le dire, nous sommes, et j'y reviendrai probablement en conclusion, dans un contexte de forte tension en matière de protection de l'enfance. De toute façon, vous avez lu la presse comme moi et la prise de position du président Sauvadet, du président du département de Seine-Maritime, que nous avons reçu avec le ministre des Affaires intérieures et avec le garde des Sceaux. Nous avons aujourd'hui une triple pression sur le dispositif de protection de l'enfance, une augmentation des placements d'enfants qui habitent sur notre territoire, par l'effet probablement de la crise Covid, d'une meilleure prise en compte des violences intrafamiliales, mais aussi peut-être de la politique des 1000 premiers jours qui fait qu'on place beaucoup de nourrissons actuellement. Voilà, donc une forte pression dans certains départements, plus de 30% d'augmentation des placements, donc je dirais en protection de l'enfance classique. La reprise des flux migratoires avec l'arrivée de personnes se prétendant mineurs non accompagnés, mais qui, de facto, sont très clairement des mineurs non accompagnés, donc des petits. Voilà. Et puis, évidemment, toute la pression du travail social qui fait que les dispositifs, même quand on a de l'argent, on a du mal à les armer. Voilà. Donc, ce décret sur les hôtels, notamment, est un décret évidemment fortement sensible et qui n'a pas du tout été impacté en termes financiers. Des décrets sur, dans le même impact politique, le décret relatif à la durée de l'accueil provisoire d'urgence des personnes se présentant comme mineurs non accompagnés et le décret de la clé de répartition, qui sont donc 3 décrets éminemment sensibles dans un contexte politique que nous connaissons. 2 décrets ont fait l'objet de concertations, mais alors là, de concertations de fond et sont en cours de sortie du Conseil d'État et donc de publication.
les décrets relatifs au parrainage mentorat et au tiers nid de confiance. Pourquoi je vous présente ces 2 décrets ensemble? Parce que il me paraissait important, en prenant mes fonctions, d'avoir une réflexion quand même partagée avec l'ensemble des acteurs, au premier rang desquels des départements, sur cette fameuse politique de l'adulte référent et de l'accompagnement des mineurs, y compris au-delà de leur sortie de protection de l'enfance, par des adultes présents dans leur enfance et dans leur avenir. On sait que parmi les choses que regrettent les premiers concernés quand ils ont 18 ou un peu plus à la fin de leur contrat jeune majeur, c'est de se retrouver seuls, sans lien affectif. Voilà. Et donc cette question du parrain, du mentor, du tiers nid de confiance, du placement, du référent ASE, de l'éducateur, de cet adulte, de ces adultes autour des enfants, a fait l'objet de beaucoup de réflexions et qui nous a permis quand même d'équilibrer ces 3 décrets qui sont en cours de publication. 3 décrets, un décret a été aussi beaucoup discuté dans le cadre des travaux sur la maltraitance, c'est le décret modifiant les projets d'établissement sur la maltraitance. Voilà, dans le cadre aussi des travaux qui ont été lancés de manière très coordonnée par Jean-Christophe Combe sur la maltraitance dans les établissements médico-sociaux et sociaux. Et puis, les 3 décrets qui sont portés par le ministère de la Justice, mais qui n'en font qu'un, m'a-t-on dit. Le décret sur la médiation familiale, les modalités de recours à la collégialité en assistance éducative et les décrets relatifs aux droits accordés à l'administrateur ad hoc par le juge des enfants. Sur ces 3 décrets, on a eu un petit pépin, c'est que les consultations des comités ministériels qui sont indispensables s'agissant de décrets qui ont un impact dans le travail des magistrats et des fonctionnaires de justice ont été faits auprès des anciens comités techniques avant la réforme et le Conseil d'État nous a redemandé de passer devant les nouveaux CSA pour avoir des conseils à jour, entre guillemets. Donc les travaux du Conseil d'État sont achevés. On attend dans les quelques jours l'avis de... Les conseils ont été réunis. On attend les conseils. Ça devrait sortir extrêmement rapidement. Ce sont bien sûr des décrets tout à fait essentiels et fortement attendus. Je pense notamment à la collégialité en assistance éducative. Parmi les 6 mesures restantes dans toute cette liste, donc voilà, 2 relèvent d'un décret unique relatif à la création d'une base de données nationale des agréments des assistants familiaux et des assistants maternels. Autant vous dire que nous sommes dans des travaux riches avec la CNIL sur ce type de décret avec des données et des bases de données. Donc les travaux sont en cours, évidemment. On en est au stade de ce qu'on appelle l'AIPD, tous ces jargons numériques que vous connaissez aussi bien que moi, et qui sont aussi conduits avec ce nouveau GIP qui va porter, évidemment, ces 2 bases de données, donc des travaux quand même relativement importants. Les dernières mesures font encore l'objet d'échanges techniques et de cadres dans des groupes de travail. Voilà, là, je suis pleinement engagée. Je vous l'ai dit, à la demande de la Première ministre, j'ai été extrêmement attentive à être dans un dialogue très construit avec les départements de France, avec le GIP pour donner toute sa présence à ce nouveau groupement d'intérêt public France Enfance Protégée, avec les associations dont vous savez qu'elles sont extrêmement sensibles à ce qu'on les écoute, même si elles ont été entendues pendant le temps de la loi. On sait que la partie réglementaire est aussi importante. Tout ça dans un contexte de forte pression de protection de l'enfance, mais je peux dire qu'à l'été, nous n'aurons pas à rougir des travaux que nous aurons conduits pendant cette première année. Merci, Madame la Présidente. Très bien. Non, c'est l'autre. Oui. Bernard Bonne. Oui, merci. Merci, Madame la Présidente. Je vais peut-être mettre les 2 micros parce que qu'on m'entende mieux. Parce que alors, d'abord, merci de toutes ces explications. Je rappelle, on avait envoyé à Madame la Ministre une série de questions qui a permis de répondre à une partie des questions que nous voulions poser. Et il est vrai qu'aujourd'hui, évaluer dans cette mission l'application des lois de 2007, 2016 et 2022 nous paraît important. Nous nous sommes déplacés, on a déjà fait pas mal d'auditions. La plupart des acteurs nous ont dit, en tout cas, les 3 lois suffisent et vont assez loin
Par contre, avant éventuellement d'en reformuler une autre, il faut d'abord voir comment on applique celles qui sont actuellement votées par les parlements. Quand vous disiez tout à l'heure qu'on traînait un peu dans les décrets, oui, c'est un peu le ressenti au niveau des départements, que les décrets ne sont pas appliqués, pas assez rapidement par rapport à ce qu'on aurait souhaité. Et effectivement, vous dites qu'il faut attendre l'avis du CNPE. Bon, c'est vrai, c'est peut-être important, mais quand même, quoi, la loi est votée, les parlementaires ont fait leur travail, l'application devrait se faire avec ou sans l'avis, j'allais dire, du CNPE. C'est mieux de prendre leur avis, mais c'est quand même important d'en tenir compte. Sur les 5 enjeux dont vous aviez parlé tout à l'heure, il y a 2 enjeux sur lesquels, effectivement, la loi de 2022 a donné une volonté en tout cas d'amélioration, c'est lutte contre les violences. Vous en avez parlé tout à l'heure au niveau notamment du CRIP et surtout on a recensé un problème en visitant un département l'Eure-et-Loir avec Chantal Dessène que nous avons vu, un des départements du reste qui est dans l'expérimentation du ce comité de pilotage, un département très volontaire où à la limite on est allé, c'est un département assez vertueux, parce que c'est vrai que beaucoup des problèmes sont réglés et ça marche relativement bien dans ce département, mais on a remarqué quand même qu'il n'y a pas eu de moyens affectés comme il était prévu, notamment dans le cadre de l'hébergement hôtelier, notamment dans les prises en compte des jeunes de 18 à 21 ans, puisqu'il y a l'obligation effectivement de les prendre en compte. Je sais que 50 millions d'euros ont été mis dans le cadre du PLFSS, mais est-ce que vous pourrez nous préciser à qui ils ont été distribués, sous quelle forme, enfin avec quelles conditions ont-ils été mis en place? On a dans ce département aussi, on a rencontré les services de l'État qui se sont mobilisés, mais est-ce que dans tous les départements expérimentaux, les services de l'État se mobilisent aussi facilement, aussi rapidement, avec autant de volonté, et en sachant qu'au niveau des juges pour enfants, ils n'ont pas envie d'être convoqués, mais plutôt invités. Et je crois qu'il faudra quand même absolument qu'au niveau des différents ministères, et notamment celui de la justice, il y ait une incitation forte pour que la participation des juges pour enfants le soit un peu systématiquement, et que la politique des juges, qui est quand même très différente d'un juge pour enfants à l'autre, soit un peu identique par rapport à ce qui a été décidé auparavant, enfin qu'il n'y ait pas trop de différence de traitement, ce qui arrive parfois. On me disait tout à l'heure que dans un département, il y avait des problèmes parce que par difficulté relationnelle entre le président du département et les juges pour enfants, il y avait un placement systématique qui se faisait, alors que le département aurait souhaité peut-être d'autres mesures. Donc sur l'hébergement hôtelier, vous avez répondu. Les décrets ne sont pas encore parus, mais il faudra le mettre en place rapidement. Beaucoup de départements ont déjà mis en place, avant l'application de la loi, des mesures pour mettre en œuvre effectivement un système qui permettrait d'accueillir les enfants en dehors des hôtels. Il faudra régler le problème des MNA, parce que c'est essentiellement le problème des MNA qui complique un peu la tâche des départements, à la fois sur le plan financier et à la fois sur le plan hôtelier. Et je pense qu'il faudra qu'on traite le problème, parce que c'est à la fois dans la loi immigration, c'est à la fois dans la loi de la protection de l'enfance. On sait que ce sont des enfants, mais à notre avis, le problème est quand même différent au niveau du traitement de ces enfants. Il faudra quand même qu'on clarifie la situation pour les départements. Les départements, et vous nous parlerez probablement de la répartition qui a été faite ou pas dans les départements sur ces mineurs non accompagnés, dont le flux augmente considérablement depuis peu de temps, enfin depuis 1 an à peu près après l'épisode Covid. Des départements sont en grande difficulté à cause de cette arrivée massive. Donc il faudra que vous nous en parliez. Sur le parrainage de proximité, effectivement, est-ce que vous pensez que l'application de la part des juges de systématiquement proposer un tiers de confiance, digne de confiance, est faite comme normalement c'est dans la loi? C'est-à-dire que si les juges n'appliquent pas la loi, c'est un peu dommage. Est-ce que la personne de confiance aussi, dont on a parlé en dehors du tiers digne de confiance, mais la personne de confiance que le mineur peut désigner
Est-ce qu'elle est systématiquement proposée? Parce que ça nous paraît vraiment des mesures très importantes. On a parlé beaucoup de la présence de l'avocat ou non. On a l'impression aujourd'hui alors que ce n'était peut-être pas le cas il y a 1 an et demi, on a l'impression que les juges sont de plus en plus favorables à la présence systématique de l'avocat pour l'enfant discernant. Alors, discernant, ce n'est pas 7 ans, ça peut être un peu avant ou autre. Il faudra peut-être aussi préciser au niveau des juges ou au niveau des présidents de département si c'est un âge très, très précis. Les autres points, en dehors de toutes les questions, je crois qu'il sera intéressant d'avoir, dans le cadre de la mission, il sera intéressant si on peut avoir de la part des services les différentes réponses aux questions qui ont été posées. Sur les 50 millions, un problème aussi qui a été ressenti de la part du département d'Eure-et-Loir dans lequel nous sommes allés, c'est la difficulté d'avoir des titres de séjour et la lenteur des services de l'État. Oui, je vois que vous êtes bien au courant. La lenteur des services de l'État pour faire en sorte que les jeunes, avant l'âge de 18 ans, aient ou non un titre de séjour, qu'on sache s'ils sont dans la légalité ou pas, et qu'on puisse rapidement avoir une action auprès d'eux, et surtout au niveau financier. Parce que tant qu'il n'y a pas cette réponse, il y a un problème de financement qui est problématique au niveau des départements. Et si l'État pouvait aller un petit peu plus rapidement, je crois que ça simplifierait ce que nous a dit le président du département concerné. C'était hier, en plus. Sur le CDPE, on a vu en Eure-et-Loir aussi que les services départementaux de l'État volontaire étaient très volontaires pour renforcer à l'avenir leur coordination dans le champ de la protection grâce à ce comité départemental de pilotage. Je pense que vraiment c'est un ajout de la part du Sénat qui nous paraît extrêmement important. Vous l'avez dit, je pense qu'il faudrait que rapidement la plupart des départements s'engagent dans ce comité de pilotage. On est persuadé, là il faudra encore faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de différence ni entre les présidents de département, ni entre les préfets qui sont susceptibles de mettre cette disposition en œuvre. Il faudrait vraiment qu'on puisse avancer pour que tous les services de l'État puissent participer effectivement à la protection de l'enfance. Sur les autres points, je crois, la dernière fois, je n'avais pas pu poser les différentes questions par rapport à cette mission. Cette fois, j'ai un peu plus de temps. Je ne poserai bien sûr pas toutes les autres questions puisqu'elles vous ont été envoyées, mais je pense qu'il sera important qu'on puisse échanger et voir un peu les principes. La protection de l'enfance pour nous est vraiment, au niveau du Sénat, quelque chose de très important, qui n'est pas assez pris en compte au niveau des départements ou de certains départements. Il n'y a pas, c'est effectivement politiquement, et on l'a dit, on l'a vu, c'est pas très passionnant pour beaucoup de personnes. Mais nous, au niveau du Sénat et au niveau de cette commission, en tout cas, on est passionné par ça. Et il faut absolument qu'on puisse déboucher sur des actions un peu plus... C'est quand même agaçant de dépenser presque 10 milliards, je crois, 10 milliards à peu près par an, avec des résultats qui sont quand même très moyens. Et on sait, on sait que le pourcentage de ceux qui se retrouvent dans la rue sortent souvent de l'ASE. On sait que le pourcentage de ceux qui se droguent sont souvent des enfants qui sortent de l'ASE. Donc il faut absolument remédier. Combien c'était ? 100% des terroristes sont passés par l'ASE. Alors 100% des terroristes, paraît-il, seraient passés par l'ASE. Mais donc tous ces phénomènes montrent que si on ne se préoccupe pas de la protection de l'enfance beaucoup plus, cela créera des problèmes. D'où l'intérêt d'appliquer les lois, de les appliquer complètement et d'aller le plus rapidement possible. Parce que ça fait quand même presque 1 an et demi que la loi a été votée et les décrets d'application tardent un peu. Même s'il y a eu un changement de gouvernement, même s'il y a eu un changement de ministre, il faut absolument qu'on puisse avancer un peu rapidement sur ce sujet. Merci Madame la Ministre. On va prendre la question de Michel Meunier aussi, qui avait beaucoup travaillé sur ces sujets, et notamment la loi de 2016. 2016, oui. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, hier soir, on était au même endroit. On a passé une soirée, je pense, très forte en émotion, devant le documentaire que diffusera France Télévisions au travers du portrait de Marie Rabatel sur les enfants victimes d'abus sexuels dans le médico-social. Enfin,
je schématise. Hein. Et donc, je me souviens l'année dernière, quand vous êtes venu en novembre 2022 devant la commission, je vous avais déjà posé la question sur le FIGES. C'est vrai qu'on a avancé. Ça faisait suite aux travaux qu'on avait faits avec d'autres collègues ici, notamment la présidente Desroches, sur la pédocriminalité en institution. On avait été très étonnés d'entendre que le champ et le domaine du handicap ne se sentaient pas concernés. Hein. Alors, donc hier, on redit l'omerta, le déni. Voilà. Bon, je pense qu'il y a quand même des choses qui avancent, mais quand même, quand on sait que les enfants donc, sont des proies faciles pour les prédateurs. Et parmi les prédateurs et les auteurs de violences, il y a des professionnels ou en tout cas des adultes bénévoles, qui sont professionnels ou bénévoles, peu importe, qui sont attirés et qui passent au travers les mailles du filet. Donc voilà. Donc le texte de votre prédécesseur avait avancé là-dessus, suite aussi aux recommandations qu'on avait faites sur le FIGES. Je vous avais interpellé, donc ça se mettait en place. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que c'est plus facile? On sait que le secteur médico-social, notamment, c'est pas forcément sa préoccupation première. Hein. D'abord, devant la pénurie de professionnels, ce qu'ils veulent, c'est des adultes en réponse au week-end à pourvoir ou à la semaine à venir. Enfin bon, mais n'oublions pas la protection de ces enfants et soyons attentifs et toujours exigeants de leur honorabilité. Je vous avais donc posé la question, j'attends votre réponse, Madame la Ministre, aussi sur un type de professionnel particulier, je pense aux chauffeurs de transport et transporteurs d'enfants porteurs de handicap, vous savez, pour aller d'un établissement au domicile, voilà. Et est-ce que, là aussi, les choses ont avancé, puisque dans votre réponse, vous disiez que c'était en deuxième temps que ça serait vu. Je comprends hein, que face à l'urgence, il faut s'organiser, mais un an après, où en est-on? Est-ce que cette nécessaire vigilance sur la protection des enfants est faite au travers de cette recommandation d'honorabilité des professionnels ou des bénévoles autour de l'enfance? Voilà. Après, donc, je ne reprends pas les questions de Bernard Bonne. Ce qu'on entend dans les quelques auditions que j'ai pu suivre avec le rapporteur, c'est que ce n'est pas forcément une histoire de loi. Tout y est dans la boîte. Il faut maintenant actionner et agir et mettre en œuvre. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel contrôle il peut y avoir? Ça fait suite aussi à l'autre travail qu'on a exercé dans un autre domaine, les EHPAD, par exemple. Comment, avec quels moyens le contrôle est exercé pour bien constater que la bienveillance est là et que le traitement est fait de façon correcte? Bien, je vous laisse déjà répondre peut-être aux questions du rapporteur et de l'ancien rapporteur. Et puis ensuite, on prendra les collègues. D'abord, une observation préalable, mais j'enfonce une porte ouverte, une vraie problématique de données en matière de protection de l'enfance. Et le nouveau GIP, en fait, va être évidemment, pour moi, un outil extrêmement important pour remonter un certain nombre de données. Et la DREST, notre direction de statistiques, a récupéré une partie des données et doit aussi structurer bien mieux les données en matière de protection de l'enfance. Quand on parle de données en matière de protection de l'enfance, pour moi, il y a de nouveau 104 grands opérateurs, les X départements qui ont souvent des dispositifs différents les uns des autres, mais aussi l'autorité judiciaire. C'était un de mes combats sur lequel il faut qu'on avance, puisque les données des juges des enfants sont dans des applicatifs d'un autre temps, mais ne sont pas aujourd'hui dans les priorités du plan numérique du ministère de la Justice, qui a fort à faire en matière numérique. Ce n'est pas un reproche nécessairement, mais c'est vrai qu'on a un sujet d'accolement de l'ensemble de ces données, y compris d'ailleurs des données purement PJJ sur le volet pénal, puisque nous restons extrêmement attentifs à ce que le juge des enfants voit le parcours de l'enfant dans sa complétude, y compris quand parfois l'enfant passe à l'acte. Donc cette question des données, pour moi, est essentielle et nous permettra aussi de bien mieux évaluer la mise en application des lois 2007, 2016, etc. Moi, j'ai quand même une donnée à vous donner, deux données importantes. En dépit des 3 lois, nous restons à 80% de judiciarisation des dossiers de protection de l'enfance, ce qui est évidemment quelque chose qui ne peut que nous interroger.
sur les pourquoi et les comment, au-delà du besoin de recourir à un juge qui est très prégnant dans notre pays, quoi qu'il en soit, ça traduit quelque chose. Et l'autre chose qui est l'autre chiffre important, c'est qu'en dépit des 3 textes, alors le 3e doit être encore appréhendé et le ministère de la Justice et la PJJ y travaillent, nous restons avec 60% de placements et 40% de milieux ouverts dans un chiffre qui reste constant, et, voilà, et qui, à mon avis, d'ailleurs, peut aller même en se dégradant si on considère que le placement ne doit être que l'exception par rapport au milieu ouvert, puisque, comme je vous l'ai dit, on a un fort taux de placement actuellement. Donc, ces données, pour moi, elles sont essentielles. Il faut qu'on les travaille. Vous m'avez interpellé sur les enjeux du CDPE. Je vous l'ai dit, monsieur le sénateur, pour moi, c'est tout à fait essentiel parce que je pense que cette cohérence de l'action, elle doit se faire au niveau du département. L'implication des préfets. Autant vous dire que si on passe par les préfets, c'est que quand même eux-mêmes, c'est la force de notre pays, quand on leur demande évidemment un certain nombre de choses, et notamment quand ça vient aussi d'une petite secrétaire d'État, mais rattachée à la Première ministre, ça a quand même un impact relativement important. Quoi qu'il en soit, la réalité aujourd'hui de nos préfectures, c'est qu'en matière de services, elles sont fortement peu dotées. Enfin voilà, les DETS qui ont récupéré toutes les compétences que n'ont pas les autres, voilà, et qui sont quand même extrêmement larges dans leurs compétences, ont très peu de moyens sur le champ de l'enfance. Champ que je partage en deux, la protection de l'enfance et le champ aussi de l'enfance, mode de garde, crèche, etc. Pour donner un exemple, et je crois que je vous l'avais donné la dernière fois, Bouches-du-Rhône, 0,80 ETPT dédié à l'enfance à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, c'est évidemment éminemment insuffisant et ça fait partie effectivement des demandes que j'avais faites au PLF 2022 d'avoir des effectifs en DRETS, et en DRETS peut-être sur la partie contrôle, voilà, que je renouvellerai en 2023. On en a eu quelques-uns. On est en train de les répartir puisqu'on en a eu très peu. Mais pour moi, en tout cas, les départements qui sont volontaires et qui ont été désignés pour l'expérimentation doivent obtenir des renforts dans les dettes. C'est indispensable. Sinon, on ne peut pas avancer sur ces travaux. Côté autorité judiciaire, et je reviendrai sur autorité judiciaire, vaste sujet en matière d'enfance, j'avais précédemment, et on a reporté, la demande de renforcer les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse pour renforcer leur implication institutionnelle auprès de l'autorité judiciaire en matière d'enfance. Vous avez insisté sur la question de la richesse des magistrats de la jeunesse, et donc de la richesse des pratiques, et bien sûr de l'indépendance. Et comme vous parlez d'une ancienne magistrate, une magistrate en disponibilité, évidemment, je ne vais pas dire autre chose. Moi, j'ai surtout dans l'axe, et je l'avais déjà dans mes précédentes fonctions, un décret extrêmement clair qui dit que le procureur de la République est en charge de la politique de protection de l'enfance et que la direction de la protection judiciaire est en charge du pilotage des parquets en matière de protection de l'enfance. Voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai poussé pour que dans le décret, le procureur de la République soit donc le vice-président de cette instance, puisque le législateur n'avait pas souhaité, en dépit de mon influence à l'époque, mais bon, voilà, c'est le législateur, mettre le procureur directement dans la collégialité, mais c'est pas grave. En tout cas, le procureur est vice-président. Oui, non, mais voilà. Mais bon, vous savez, monsieur, là aussi, la sensibilité. Quoi qu'il en soit, le procureur est vice-président de cette instance, le procureur ou la procureure. Pour moi, c'est extrêmement important parce qu'il est par définition distancié des pratiques individuelles et légitimes, qui peuvent faire l'objet de recours devant des cours d'appel, etc., des magistrats du siège, y compris des présidents de tribunaux pour enfants, qui certes ont un rôle de coordination, mais qui ont eux-mêmes un cabinet et qui sont donc potentiellement, non pas en conflit d'intérêts, mais en tout cas en relation opérationnelle avec les départements et qui peuvent donc être un peu schizophrènes dans la politique de protection de l'enfance et dans la conduite de leur cabinet. Voilà. Donc moi, je tiens vraiment, j'ai tenu à ce que le parquet reprenne sa place. La PJJ a repris progressivement la relation avec les parquets pour les mettre dans toutes les instances de concertation en matière de protection de l'enfance. On a demandé des rapports annuels qui montent progressivement, etc. Donc on a réinvesti les parquets et pour moi c'est extrêmement important. Je considère que le procureur de la République est l'interface
indispensable entre les autorités publiques et l'autorité judiciaire du siège, qui, elle, doit rester dans son office du juge, qui, par définition, est de traiter des cas individuels et d'avoir ses politiques, en essayant évidemment qu'elles ne soient pas contradictoires les unes avec les autres. Et il appartient au procureur de faire appel des décisions qui peuvent être pas nécessairement éclairées par les bonnes raisons sur les placements, pas les placements. Si c'est pour faire pression sur le département, c'est au parquet de faire appel sur une décision de placement qui n'est pas adaptée. Voilà. C'est le rôle du parquet d'être coordonnateur de ce type de politique publique. Et vraiment, j'y crois et nous y veillerons. Et je vous le rappelle, grâce à un décret, une tutelle sur la PJJ, sur cet aspect de protection de l'enfance. Et je sais que la PJJ est très engagée dans son dialogue avec l'ensemble des magistrats, mais en particulier avec les parquets, pour porter ces conseils départementaux de la protection de l'enfance. Sur le sujet de l'argent mis pour des 50 millions d'euros et la question de la façon dont on déploie le budget qui m'est alloué au soutien d'une politique publique qui est portée par les départements, en tout cas dans son aspect chef de file. Moi, je crois justement que ces CDPE doivent être le lieu où vont se déterminer les projets prioritaires, les actions prioritaires, les actions sur lesquelles les départements nous demandent de les aider financièrement. La contractualisation qui a été mise en place dans le précédent quinquennat, qui était une première brique tout à fait indispensable et qui a apporté beaucoup d'améliorations en matière de protection de l'enfance, il faut aujourd'hui qu'elle soit bien arrimée à une stratégie portée collectivement par le territoire qui priorisera ces actions en fonction de son territoire. Voilà. Certains auront des vraies problématiques de jeunes majeurs, d'autres auront des problématiques de prostitution, d'autres auront des problématiques d'offres pour le handicap, que sais-je, pour pouvoir effectivement abonder correctement la contractualisation et non pas saupoudrer et non pas le faire un peu au cas par cas en fonction des projets qui montent, des plus dynamiques, etc. Pour moi, le CDPE doit être le lieu où se déterminera la contractualisation. L'implication du préfet qui, comme vous le savez, porte les contractualisations de l'État est évidemment tout à fait essentielle. Et c'est là où aussi il faut renforcer ces services pour que finance, stratégie, évaluation soient bien... Alors, si, bien sûr, d'ores et déjà, on soutient des projets jeunes majeurs, comme je soutiens d'autres projets, ça dépend de ce que me demandent les départements. On a une problématique, et là je reviens à une problématique des données, c'est que quand il a fallu évaluer la question des assistants familiaux et de l'impact du décret, quand il a fallu évaluer l'impact du décret jeune majeur, dont je n'ai pas parlé, mais qui bien sûr a été pris, les départements aujourd'hui sont peu capables d'évaluer leurs coûts. Ils vous disent a posteriori ce que ça leur a coûté. Donc ces 50 millions qu'on m'a alloués, moi, pour le moment... Pardon ? Non, voilà, je veux dire, le coût, en fait, est postérieur. Donc moi, je pense que les demandes vont me venir sur la contractualisation 2024, puisque les départements qui faisaient déjà des contrats jeunes majeurs se les finançaient, pardonnez-moi, déjà, et ils étaient quand même assez nombreux à être engagés dans ça. Et puis ceux qui étaient plus récalcitrants vont se retrouver peut-être avec des problématiques de financement et viendront sur la contractualisation à année plus 4. En tout cas, moi, c'est dans mon budget. Je fais partie de ceux qui cherchent évidemment à dépenser la ligne sympathique, mais quand même réduite, qui m'est allouée pour contribuer à l'amélioration de la protection de l'enfance. Et nous sommes extrêmement vigilants à ce que toutes les demandes 2023 soient bien traitées et que je dépense la totalité de mon budget sur lequel j'ai récupéré effectivement les 50 millions dits jeunes majeurs. Mais c'est toute la richesse, mais aussi la difficulté de faire porter les projets, enfin, de laisser les départements être à l'initiative de cette politique et de venir demander à l'État des soutiens et de ne pas être simplement dans la posture « nous mettons beaucoup d'argent et l'État ne met pas d'argent ». D'abord, vous savez que je l'avais dit dans ma précédente audition, et je ne veux pas être trop longue, nous travaillons sur un jaune budgétaire pour que l'État aussi mette en avant l'argent qu'il met au bénéfice de la protection de l'enfance. C'est-à-dire, on dit bien sûr que les départements mettent 10 milliards, et j'en suis consciente, les départements mettent beaucoup d'argent et mettent de l'argent en croissance dans la grande majorité des départements. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de dire que les départements ne mettent pas assez d'argent. Pour le coup, le ministre de la Justice, en annonçant la création de postes dans la justice des mineurs, met aussi de l'argent sur la protection de l'enfance. L'éducation nationale, que j'essaye de bien mobiliser sur les parcours éducatifs des enfants, met de l'argent sur la protection de l'enfance. Donc c'est tout ça qu'il nous faut compiler dans un jaune budgétaire, et c'est tout ça qu'il nous faut mieux coordonner, parce qu'aujourd'hui, on a un défaut de coordination entre les acteurs santé, éduc, justice, département, pour ne citer que. On pourrait aussi parler de la CAF sur un certain nombre de sujets
notamment les médiations familiales. On pourrait bien sûr parler de la CPAM sur un certain nombre de sujets. Voilà, tous ces acteurs qui sont autour de la table dans ces CDPE. Le sujet mineurs non accompagnés mériterait une audition spécifique, si je puis me permettre. D'abord parce que c'est un sujet que j'ai eu l'occasion de suivre depuis de nombreuses années, y compris depuis 2018, le dispositif, etc. C'est un sujet sur lequel, effectivement, des textes sont en cours de discussion dans le cadre. Voilà. Il est de toute évidence et que nous sommes à nouveau dans une situation où la question des mineurs non accompagnés fragilise ou met en tension tout le dispositif de protection de l'enfance. Si j'en crois les informations qui remontent aujourd'hui des départements frontaliers côté italien, il nous faut aujourd'hui créer un foyer par jour. Alors, il y a des discussions européennes en matière de migration, il y a des discussions bilatérales avec l'Italie, il y a évidemment des sujets qui dépassent ma propre compétence. Je fais partie de celles qui sont très engagées pour fluidifier le parcours des mineurs non accompagnés une fois qu'ils sont pris en compte dans la protection de l'enfance et même pris en compte par la protection judiciaire de la jeunesse pour les quelques-uns qui sont inscrits dans la délinquance. On a un vrai enjeu de dispositif, de sortie de dispositif des mineurs non accompagnés. C'est un sujet aujourd'hui en cours de discussion dans un certain nombre d'instances, mais je suis prête évidemment à revenir devant votre commission pour en parler. Voilà. La question du criblage, évidemment, est un sujet essentiel. Nous sommes aujourd'hui dans un dispositif opérationnel. Alors d'abord, je redis, la loi est en vigueur. Donc l'ensemble des personnes qui doivent être criblées en vertu de la loi du 7 février 2022 le sont. Ce que nous travaillons et ce sur quoi nous sommes en train de finaliser avec la constitution d'une équipe centralisée pour l'ensemble du territoire national, et le dispositif que je vais vous décrire est juste en passe, on attend juste le lieu pour installer cette équipe, ne cherche qu'à fluidifier ce criblage qui existe déjà. On est bien d'accord, parce qu'il y a eu un petit débat dans des décrets qui ont été annulés, etc. Ce criblage existe déjà. On cherche à le fluidifier par deux moyens, avec un certificat de probité, comme vous pouvez demander votre B3 par Internet. Les personnes qui candidatent à des fonctions telles qu'elles sont prévues par la loi du 7 février 2022 demandent leur certificat de probité par Internet. Si ce certificat ne leur est pas délivré automatiquement parce qu'il n'est pas vierge, là, il nous faut une action humaine qui sera opérée, qui aujourd'hui est opérée dans les préfectures et les départements de manière au fil de l'eau, mais parfois avec du fil de l'eau qui prend du retard. Nous, l'objectif, et on est en passe de stabiliser, une équipe centralisée qui fera ça à la chaîne. Bon, ce n'est pas un métier très attractif, on se le dit aussi, donc c'est aussi pour ça qu'elle n'est pas tout à fait positionnée, cette équipe. Mais l'idée est que quand il y a ce qu'on appelle un hit avec le FIGES ou avec le casier judiciaire, il y ait effectivement discussion humaine entre le casier judiciaire et cette plateforme pour confirmer que la personne ne peut pas être recrutée ou pour, au contraire, dire que, compte tenu de l'ancienneté de l'inscription au FIGES, etc., et je vous passe, c'est des règles extrêmement précises, mais en même temps assez diverses, il peut quand même être recruté parce que c'est une inscription. Par exemple, on met très vite au FIGES, y compris quand la condamnation n'est pas définitive, s'il a été acquitté ou s'il a été relaxé. Voilà, normalement, voilà. Alors, vous avez évoqué, madame, les nouveaux métiers. Non, mais par contre, c'est opérant. La question, c'est de les faire plus vite. Mais il y en a qui passent à l'as. Enfin, ah non, non. Il paraît qu'ils sont en train simplement de remettre à niveau les personnes qui travaillent déjà. Or, alors, ça dépend de qui on parle. Hein. Quand on parle fonction publique, on ne remet pas à niveau. Hein, on est d'accord. Hein, non, mais voilà. C'est tous ceux qui interviennent dans les établissements. Tous ceux qui interviennent dans les établissements ne sont pas aujourd'hui contrôlés. Et quand il y a beaucoup d'intérimaires, on nous a dit hier qu'au niveau des services préfectoraux, ils gèrent le flux, mais ils ne gèrent pas les entrants. Ils gèrent le stock, pardon, et pas les entrants. Oui. Donc nous, on a... Non, mais de toute évidence, hein, de toute façon, on savait qu'on avait à récupérer. Après,
il y a une question aussi de relation, mais ça, pour le coup, pour moi, c'est des choses qui peuvent être discutées aussi en CDPE. Il y a une question d'exigence aujourd'hui. C'est rien de dire quand même que les entreprises d'intérim ont trouvé là de quoi avoir des profits relativement lucratifs dans le contexte qu'on connaît. Pour moi, aujourd'hui, les grandes associations, les départements, je mets un peu à part les petites associations, doivent pouvoir exiger quand même que les personnes qui puissent être criblées, que ça vienne avec le contrat d'intérim. Voilà. Bah, évidemment. Je veux dire, il y a un moment aussi... Mais une fois qu'on a dit ça, on sait qu'on doit rattraper. C'est ce qui fait évidemment qu'on n'entre pas encore des personnes nouvelles. Mais j'appelle aussi votre attention sur le fait, et ça rejoint évidemment les interpellations que me fait régulièrement l'héroïne du film d'hier, qui est extrêmement attentive à tout ce qui se passe, c'est qu'on m'a proposé aussi, par exemple, à la suite d'une affaire absolument tragique qui est apparue dans les médias, de cribler aussi toutes les babysitters. Voilà. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, globalement, j'ai envie de vous dire aussi qu'il me faut... Donc, en réalité, les adultes en contact avec les enfants, je vous parle pas de QR code qui se balade aussi sur nos médias. Enfin, bon, je veux dire, la question de cribler l'ensemble des adultes, et si j'étais malicieux, je ne suis pas parce que le sujet est beaucoup trop grave, me faut-il aussi cribler l'ensemble des familles, hein. Voilà, donc si vous voulez, moi je pense qu'en matière de violence sexuelle, en particulier puisque c'est ça que nous visons, je suis plutôt en train de travailler, et ça je vous le dis, ça fera partie de ce que je présenterai au président, sur une campagne extrêmement choc en disant est-ce qu'on a perdu le Nord, si jamais on ne l'a jamais eu, sur ce sujet-là. Parce que vu les chiffres, si vous voulez, en réalité, c'est toute la population qu'il faut que je crible, y compris les gens qui ont des accidents de la route et qui regardent des images pédocriminelles quand même, hein. Donc voilà, je veux dire, toute la population doit s'interroger aujourd'hui sur sa relation à la sexualité et sur sa relation à la sexualité avec les enfants, hein. Donc, voilà, non mais franchement, c'est pas un coup de colère, c'est franchement... Je suis estomaquée, je pensais avoir vu beaucoup de choses dans mes fonctions précédentes. Quand vous voyez les choses en macro, ce que nous livre la Civis aujourd'hui, dont on sait qu'on n'est pas près de la réalité, ce que nous livrent les médias, ce que nous livrent les enquêteurs. J'ai eu la chance d'avoir un échange particulier avec la chef de l'office qui s'occupe de toutes les images pédocriminelles. Elle tient ses enquêteurs 1 an maximum, tellement ils sont écœurés, bouleversés, dégoûtés de ce qu'ils voient. Donc, bien sûr, il ne faut pas lâcher sur le criblage, c'est une obligation, mais je me demande s'il ne faut pas cribler la totalité des adultes de ce pays, hein. Non, mais voilà, bon, pardonnez-moi, hein, il y a un moment, j'ai un peu l'impression d'écoper à la petite cuillère un phénomène de société dont il faut se rendre compte. Et voilà, les violences aux enfants, les violences sexuelles sur les enfants, il faut que tout le monde me soutienne pour vraiment crier haut et fort. Ça suffit. Voilà. J'en viens à me demander si ce n'est pas structurel au cerveau reptilien de l'humain, mais voilà. Donc on s'interroge aussi avec les pays étrangers pour voir si c'est français, si ce n'est pas français. En tout cas, on a un vrai sujet de prise en compte et de prise en considération de tout ça. Et on ne peut pas banaliser les problématiques porno, les problématiques pédocriminelles et tous ces sujets-là. On est aujourd'hui dans un phénomène de société. Il faut gérer le criblage, mais pas que ça. Voilà, c'est à ma réponse. Il n'empêche, il faut industrialiser le sujet parce qu'il y a une forte attente. Évidemment, vous avez raison. Mais je me permets de vous le dire quand même parce qu'on a effectivement un vrai sujet sur tout ça. Figès, Samena, qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, tiers de confiance. Bon, je vous l'ai dit les chiffres. Aujourd'hui, on a un vrai sujet placement, pas placement, hein, très clairement. Et la question du recours... de l'évaluation de l'existence d'un tiers de confiance fait l'objet de travaux à ce titre-là et plus globalement à la PJJ avec la méthode éprouvée, et pardonnez-moi, je suis un tout petit peu conflictée, avec la PJJ qui est d'avoir quand même des groupes de travail avec les magistrats et les principaux acteurs et de s'appuyer sur des expériences innovantes et des pratiques innovantes pour infuser des pratiques innovantes et embarquer la richesse de nos juges des enfants vers des pratiques innovantes. Voilà. Aujourd'hui, sur cette question du tiers de confiance
effectivement, de la place des familles d'accueil, de nouveau, hein, des sujets de ce type-là, du placement et tout, il y a une forte réflexion. J'avais pensé que la réflexion qui avait été portée sur le placement à la PJJ infuse un peu plus le placement en protection de l'enfance. Ça fait partie de nos objectifs d'aborder ça de manière un peu transversale. La chancellerie travaille à la circulaire, mais on voit bien qu'on a globalement un sujet transversal sur le placement. On voit qu'on a des placements en urgence, des placements protection, qui empêchent aujourd'hui le travail d'évaluation serein nécessaire au tiers de confiance. Et si je fais le lien que vous allez trouver audacieux, mais qui n'est pas audacieux avec les problématiques de criblage, autant vous dire que les enquêtes d'évaluation des tiers de confiance, il faut qu'on les fasse bien. Hein. Bon, voilà. Donc ce sujet-là, pour nous, la chancellerie est très impliquée sur ça. Il recoupe globalement cette problématique du placement en urgence dans un contexte que je viens de vous dire, à savoir 30% de placement en plus. On est dans cette problématique de la lutte contre les violences intrafamiliales qui fait la une de tous les travaux, y compris du ministre de la Justice et de ma collègue Isabelle Rome, et donc des placements dans le cadre des violences intrafamiliales. Enfin, on a des mécanismes qui font qu'on est aujourd'hui plutôt dans les cordes sur le placement et qu'il nous faut réfléchir quand même sereinement dans ce contexte-là à toutes ces problématiques-là. De toute évidence, si vous me demandez si la loi est appliquée, non, elle n'est pas appliquée sur cette thématique-là. C'est une évidence. Voilà. Et donc, il nous faut travailler, à mon avis, très profondément pour pouvoir arriver, évidemment, mais bon, le ministère de la Justice pourra vous compléter sur ce sujet-là. Plus facile le mentorat et le parrainage de proximité, parce que là, on n'est pas sur des sujets aussi structurants que l'accompagnement. Je vous rappelle évidemment que dès qu'on est dans les sujets de tiers de confiance et placement, on a le sujet de l'exercice de l'autorité parentale, les actes usuels, enfin de facto on est dans des enjeux extrêmement importants. Ce n'est évidemment pas le cas du parrainage et du mentorat. Là, la politique en matière de mentorat et de parrainage est beaucoup plus développée. On va essayer de conventionner pour que les départements entrent dedans de manière un peu plus systématique. Ils ne considèrent pas tous que c'est une priorité et je peux le comprendre quand on a déjà des problématiques de clos et couverts. Ce qui est une des problématiques majeures de la protection de l'enfance, on est souvent dans la logique, vite on met en protection, sans construire nécessairement autant qu'on le souhaiterait les parcours des enfants. Bien. Alors, Laurent Burgoa, Elisabeth Doineau, Corinne Ferret, Chantal Decelle. On va grouper les questions. Et Annick Jacquemet. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'aimerais revenir sur le sujet des MNA. Suite à un rapport d'ailleurs que nous avions présenté avec 3 autres collègues en septembre 2021. Il faut dire que la loi Taquet avait repris quelques-unes de nos recommandations, et, grâce à notre rapporteur qui les avait inclus dans la loi ici votée au Sénat, qui a été reprise à l'Assemblée nationale. J'aimerais revenir sur 2 points, en ayant d'abord un préalable, dire que c'est un sujet qu'il faut quand même traité de manière avec beaucoup d'humanité, mais aussi avec une certaine fermeté. Et je voulais revenir par rapport à la discussion qu'on a eue avec le ministre Taquet, c'était, et le Sénat, c'était d'éviter justement que... Alors on va parler d'abord de migrants, parce que je crois qu'avant qu'on sache si c'est un mineur ou un majeur, on va plutôt parler de migrants. Donc avant que ces personnes, des fois, on ne sait pas si elles sont mineures ou majeures, et pour éviter qu'à la rigueur, ils fassent le tour de France, c'est-à-dire qu'ils soient des nomades administratifs, et on voyait que ça existait malheureusement, qu'ils changeaient de département, la loi Taquet a prévu un fichier national. On voit les premières informations que l'on a sur ce fichier national, et c'était ma première question, certains départements ne souhaitaient pas relater les informations qu'ils pouvaient avoir sur... j'allais dire, les retours, savoir si la personne était réellement mineure ou majeure. Donc, existe-t-il encore quelques départements qui refusent de collaborer, avec comme incidence pour eux dans la loi, c'est que s'ils refusaient de collaborer, ils avaient moins de financement. Je tiens quand même aussi à le dire, c'était dans la loi, donc normalement moins de financement. Ma deuxième question, c'est, bon, on voit depuis quelques semaines que, et notamment nous avons tous été sollicités par l'Association des départements de France, bon, on a une recrudescence, notamment dans le sud de la France, et plus particulièrement dans les Alpes-Maritimes,
Dans le Gard, je veux dire, par jour, c'est plutôt stable. Ça a augmenté il y a quelques temps, mais là, c'est plutôt stable. La problématique de l'hébergement d'urgence en hôtel. Bon, on sait que dans la loi Taquet, normalement en 2024, cela devrait être interdit, mais prenons l'exemple des Alpes-Maritimes. Vu le nombre de mineurs qu'ils ont actuellement, je ne vois pas comment en 2024 on pourrait leur interdire de placer de manière temporaire en urgence dans des hôtels qui peut être la seule solution, même temporaire. Donc j'aimerais aussi avoir votre avis là-dessus sur ces deux points, le fichier et l'hébergement d'urgence en hôtel qui doit être supprimé en 2024, sachant, et j'en terminerai par là, alors d'abord j'apprécie beaucoup et je pense que la présidente sera d'accord qu'on puisse dans quelques semaines faire, j'allais dire, un point précis sur les MNA, parce que je crois que c'est un sujet qui nous concerne tous. Peut-on envisager de nos réflexions qu'on aura en commun? Je crois qu'on est tous attachés ici à ce que les départements s'occupent de l'aide sociale à l'enfance. Mais dans le sujet spécifique des MNA, je crois qu'il faut ouvrir le débat, Madame la Ministre. Est-ce que ce n'est pas un sujet qui doit être repris par l'État et non plus laissé à le financement? Mais c'est donc la compétence, puisqu'il dit financement dit compétence. Est-ce que ce n'est pas à l'État de s'en occuper plutôt que de laisser cela à la charge des départements qui perdent, j'allais dire, le bénéfice de cette belle compétence qui est l'aide sociale à l'enfance? Elisabeth. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Ministre pour l'ensemble de vos réponses qui étaient très exhaustives. Je vais m'arrêter à deux simples questions puisqu'on est dans l'évaluation. Dans la loi de 2016, il y avait le pécule qui devait servir pour les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. J'en ai souvent parlé avec Madame Rossignol, enfin ma collègue Laurence Rossignol. C'est vrai qu'à l'époque, je n'étais pas très d'accord de détourner l'allocation de rentrée scolaire pour voilà, faire un pécule. Je pensais que c'était bien d'avoir un pécule, mais il ne fallait peut-être pas détourner les restes. Mais maintenant, je voudrais savoir quel est le bilan et je pense qu'elle serait d'accord d'avoir ce bilan également. Et la deuxième question, c'était sur les décrets que vous avez déjà avancés sur les assistants familiaux concernant la dernière loi, là, celle du 7 février 2022. Moi, j'avais beaucoup insisté sur la mise en œuvre de week-ends ressources pour justement soulager parfois les assistants familiaux qui sont de moins en moins nombreux et qui vont l'être de moins en moins parce qu'effectivement, il faut travailler avec ses propres enfants et en même temps, faut assurer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et parfois, on a besoin aussi d'être seul avec ses propres enfants. Donc, c'était les deux points sur lesquels moi, je voulais m'attarder un petit peu. Merci. Corinne Ferret, ensuite Chantal Deseyne, Annick Jacquemet. Oui, merci. Madame la Ministre, je souhaitais vous interroger sur une mission particulière qui est celle des administrateurs ad hoc. Vous avez indiqué donc le décret sera prochainement publié par rapport à cette mission essentielle qui a été renforcée notamment dans la loi du 7 février 2022. Mais si je peux me permettre d'être le relais d'une interpellation de l'UDAF du Calvados, qui, je pense, est aussi celle de l'ensemble du réseau UDAF, qui s'inquiète du manque de moyens pour exercer donc ces missions et les indemnités, on va dire, pour ces mandats qui sont vraiment très faibles. Donc je ne rentrerai pas dans le détail, mais les conséquences pour cela sont que plusieurs associations, dans notre département en particulier ou dans les départements limitrophes, renoncent à exercer cette mission. L'UDAF du Calvados continue le faire, mais ils sont aussi souvent sollicités pour faire à la place de ces associations qui ne le font plus. Et donc il y a vraiment évidemment un surcroît de travail et une impossibilité à faire bien, à exercer cette mission, encore une fois, qui est essentielle pour la protection de l'enfance. Donc je voulais savoir si dans ce décret, peut-être que ce n'est pas le lieu, mais en tout cas, soit dans ce décret, est-ce que des mesures sont prévues pour augmenter les moyens alloués donc, à cette mission, ou est-ce que cela pourrait être envisagé dans le cadre d'un futur budget? Chantal Deseyne et ensuite Annick Jacquemet. Vous pourrez répondre. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je voulais revenir sur notre déplacement en Eure-et-Loire hier, dont je suis élue. Et le département est engagé dans l'expérimentation des comités départementaux, proposition du Sénat.
Le département d'Eure-et-Loir est en quelque sorte pilote puisqu'il avait anticipé la mise en place de ces comités départementaux, en particulier pour traiter les situations complexes, et ça de par la volonté du président du département et du préfet en place. Il dénonçait jusqu'à maintenant en fait le fonctionnement en silo et de ne pas pouvoir traiter une situation un petit peu complexe. La justice sur place est très coopérante et ça se passe plutôt bien. Il y a quelques réserves du côté de l'éducation nationale, même si on fait valoir que par exemple les enfants des gens du voyage sont systématiquement scolarisés. Eh bien pour ces enfants qui dépendent de l'aide sociale à l'enfance, c'est un petit peu compliqué. Je voulais revenir sur 2 points, dont un que vous avez déjà traité, c'est l'accès au dossier, au fichier, au FIGES, qui est, voilà, c'est un petit peu compliqué puisque actuellement c'est uniquement la PJJ qui y a accès. Dans le département d'Eure-et-Loir, la préfecture prend le relais, mais en fait, elle ne peut traiter qu'une 60aine de demandes par semaine parce qu'il faut des personnes habilitées, agréées, etc. C'est compliqué. On a parlé tout à l'heure du flux et du stock. Et je voulais vous interroger également sur la présence de l'avocat pour les enfants. Hier, lors des auditions, ça semblait assez consensuel parce que sinon, il y a un déséquilibre entre les parents qui souvent sont représentés ou accompagnés par un avocat et l'enfant qui se trouve seul, démuni. Alors, je sais que les magistrats ont quelquefois des positions qui diffèrent. Certains disent « moi, je représente l'intérêt de l'enfant ». Voilà. Et d'autres disant « oui, effectivement, si l'enfant est accompagné et défendu par un avocat, c'est plutôt mieux. » Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Merci. Et pour terminer, Annick Jacquemet. Merci, Présidente. Merci, Madame la Ministre. Je vais peut-être sortir à peine du cadre sur l'application des lois réformant la protection de l'enfance, mais je voudrais profiter de votre présence pour vous questionner sur 2 sujets. Un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche a rendu public en septembre 2022 que seulement 15% des élèves avaient effectivement leurs 3 cours d'éducation sexuelle dans les écoles. Or, ça serait l'occasion de les informer sur la prévention des infections sexuellement transmissibles, les sensibiliser à la contraception pour éviter les grossesses indésirées et construire une culture d'égalité et du respect mutuel entre les garçons et les filles, et aussi, surtout, lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Vous avez largement détaillé tout à l'heure le rapport UNICEF. Voilà, alors je sais que le gouvernement n'est pas resté inactif sur ce sujet. D'autre part, on a vu dans le cadre de la délégation des droits aux femmes que 2/3 des enfants de moins de 15 ans et 1/3 des enfants de moins de 9 ans avaient accès librement aux images pornographiques. Voilà, je voulais savoir si vous êtes en lien avec le ministre de l'Éducation nationale. Et voilà, je voulais surtout attirer votre attention sur ce sujet. Et la deuxième question que je voulais vous poser, dans le cadre de l'OPEX, j'ai eu un rapport à faire sur la pollution lumineuse et j'ai été sensibilisée par les travaux du docteur Ducanda qui a mis en évidence que les écrans chez les enfants de moins de 6 ans pouvaient donner des troubles neurologiques un peu équivalents à ceux qu'on trouve dans l'autisme, à savoir des troubles des interactions et des troubles de la motricité. Alors, je sais pour avoir posé déjà une question écrite à ce sujet-là, qui avait une campagne qui était prévue pour informer les parents justement sur la gestion d'Internet par rapport à leurs enfants. Est-ce que vous en profiteriez aussi pour les sensibiliser aux dangers? Parce qu'en dehors de ces troubles-là, il y a aussi un problème de myopie qui se développe de plus en plus suite à l'usage trop précoce des écrans numériques. Merci. Très bien, Madame la Ministre. Alors, dans l'ordre, sur la question des MNA et du fichier, donc effectivement, le fichier est en place depuis un certain temps, constatant que 10 départements, et uniquement 10 départements, n'y ont pas recours. Le texte du 7 février 22 a rendu obligatoire le recours à ce fichier et interdit les doubles évaluations, puisque ce fichier avait aussi vocation
à la fois à éviter le nomadisme, bien sûr, et à éviter aussi que des enfants soient évalués plusieurs fois alors qu'ils l'avaient déjà été précédemment. Ce décret est au Conseil d'État. Il a un tout petit peu patiné parce qu'en fait, se posait la question de savoir, puisqu'il repose sur une convention signée entre le département et le préfet pour organiser les modalités de cette inscription au fichier. Vous le savez, l'enfant doit être représenté, etc. Et la question de savoir quid si la convention n'était pas signée par le département en dépit de cette obligation, qui pouvait la signer, etc., a fait l'objet de débats. Et la proposition du gouvernement n'a pas été retenue par le Conseil d'État. Donc on est obligé de se recaler sur ce décret, mais il ne va évidemment pas tarder à sortir. Il est tout à fait essentiel. On peut quand même dire que ce fichier a permis très clairement, ce qui est d'ailleurs à double tranchant, bien sûr, de limiter la présentation de majeurs dans le dispositif, ce qui était quand même un objectif important, parce que, je le répète, mettre des majeurs avec des mineurs reste quand même quelque chose d'extrêmement problématique. Sur la question de l'hôtel, permettez-moi d'abord de vous dire que le texte ne concerne pas les personnes se prétendant mineurs non accompagnés. On est d'accord. L'interdiction, elle porte sur les mineurs, mais pas sur les personnes se prétendant mineurs non accompagnés. Donc la question des hôtels, j'espère ne pas dire une grosse absurdité, tout le monde me regarde, mais je pense que je suis certaine, ne concerne pas les personnes en cours d'évaluation et donc mises à l'abri. Ça ne change pas. Prise en charge. Alors, c'est-à-dire que l'interdiction de recours à l'hôtel ne s'applique pas à cette fois-là. Et par ailleurs, cette prise en charge est financée par l'État. Voilà. Et donc, cette partie-là, elle a bien sûr un impact physique, politique, citoyen dans des communes, et en particulier des communes limitrophes des frontières, qui voient affluer évidemment les réquisitions des hôtels, etc. Tout ça n'est pas satisfaisant, mais simplement pour dire qu'il faut quand même le dire, c'est financé par l'État, et évidemment la question de l'hôtel voilà. Je voulais dire qu'aujourd'hui la question de l'hôtel impacte de nos travaux et de nos évaluations globalement 10 départements. L'ensemble des autres départements, avant même l'entrée en vigueur du décret, se sont mis au carré, entre guillemets, et ont sorti et quelques mineurs et jeunes majeurs, même d'ailleurs, qui étaient en dispositif. Ce sont évidemment 10 départements que vous imaginez bien qui ont une forte pression, y compris d'ailleurs une forte pression migratoire, et qui doivent faire ça à ça. Alors, le décret qui est en passe d'être publié interdit le placement dans la période temporaire pour les moins de 16 ans et pour les enfants en situation de handicap. Voilà. Et le décret ce décret pour la partie à partir du 1er janvier 2024 permettra toujours, alors, dans le décret temporaire, et uniquement pour 2 mois, interdiction absolue pour les moins de 16 ans et les enfants en situation de handicap, et de toute façon pour 2 mois. Et à partir de 2024, de toute façon, la question de l'urgence reste effectivement toujours possible dans un délai qui reste... Comment ? Non. Le département, en cas d'urgence, c'est un décret qui est applicable au département, hein, qui interdit l'hôtel, mais qui prévoit une clause d'urgence très, très limitée. Voilà. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est la teneur de ce décret hôtel qui effectivement ne résout pas, en tout cas fondamentalement, l'enjeu des mineurs non accompagnés et aujourd'hui l'enjeu des personnes se prétendant mineurs non accompagnés qui arrivent à nos frontières. Mais voilà. Alors vraiment sur cette question de la prise en charge des mineurs non accompagnés, dans un débat éminemment complexe. Je suis de votre avis, il faut être à la fois très ferme sur les enjeux migratoires, et c'est pour ça que moi, j'ai jamais eu aucun état d'âme à ce qu'on soit extrêmement vigilant, à ce que les personnes qui se prétendent MNA, qui ne le sont pas, on soit très carré dans l'organisation et qu'elles rejoignent les dispositifs majeurs qui ne relèvent pas de ma compétence, et qu'on a encore des efforts à faire en matière de coordination entre les deux dispositifs, je vous le confirme. S'agissant des mineurs,
Bon, il y a quelques semaines, je suis allée défendre la place de la France dans le respect de la Convention internationale des droits des enfants. Je crois qu'il faut qu'on soit aussi attentif à quand même considérer un enfant comme un enfant, ce qui n'empêche pas, évidemment, que l'État vienne au soutien des départements sur ces enjeux-là. L'enjeu des MNA, il est extrêmement transversal. C'est un enjeu de relations internationales et de diplomatie, d'accompagnement. Enfin, vous le connaissez bien, je vais faire de leçons à personne, mais on sait que Mme Colonna et le ministère des Affaires étrangères est fortement engagé avec tous les pays de migration. On a un enjeu européen avec actuellement les discussions autour du pacte migratoire. On a un enjeu national avec l'ensemble des textes en matière de migration. Et puis, au sein de ça, on a l'enjeu mineurs non accompagnés. Je vous rejoins, et c'était mon préalable pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai parfaitement conscience que, à la fois, je vais être ferme sur nos engagements internationaux, mais qu'on peut faire basculer les enjeux de protection de l'enfance pour l'ensemble des enfants de France, sur les territoires français, avec ces enjeux de mineurs non accompagnés, et que l'État ne peut pas ne pas être aux côtés des départements sur tous ces enjeux, j'en ai parfaitement conscience. De là à faire deux circuits différents, quelle que soit la situation du mineur, quel que soit... voilà, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que je pousserai, mais je ne peux pas rester inactive aux côtés des départements sur ces enjeux MNA, c'est une évidence. Y compris d'ailleurs sur les enjeux hôtels, je l'ai dit, on est en cours de réflexion. Si on supprime les hôtels, il faut quand même que les collectivités locales, au premier rang desquelles les municipalités, acceptent que soient créés sur leur territoire, j'ai envie de dire des centres éducatifs fermés quand le législateur en demande un certain nombre, mais aussi des centres qui accueillent des enfants. Voilà. Non, mais c'est pas pareil. Mais tous ces sujets, pour avoir rencontré les présidents des départements, aujourd'hui réquisitionner des lieux, y compris quand on est préfet, ou demander à obtenir du foncier, ou demander à obtenir des bâtiments pour les transformer, pour le mettre des mineurs non accompagnés, les riverains sont pas ravis. On le sait, et c'est vraiment la croix et la bannière. Et moi, je me pose la question, dans le cadre de nos enjeux et de nos règles internationales et humanitaires, d'avoir peut-être des moyens législatifs qui permettent aux collectivités territoriales et à l'État de ne pas avoir nécessairement à négocier tout le temps sur ces sujets-là quand on a des vrais enjeux migratoires. Actuellement, si je ne parle que du 06, le président du département et le préfet ont quand même fait état de leurs grandes difficultés, y compris de pouvoir mettre à exécution des réquisitions. Donc voilà, il faut que la solidarité, elle dépasse évidemment les départements. Ça engage l'État et ça engage bien sûr tout le monde. Sur les administrateurs ad hoc, évidemment, ce sujet n'est pas nouveau, n'est pas inconnu. Et je dirais à tellement tardé que le garde des Sceaux s'en est emparé, d'ailleurs en souhaitant même changer le nom qu'il trouve absolument illisible pour un enfant. Je voudrais mon administrateur ad hoc, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, je suis assez de votre avis, à part la tonalité qui réveille. Voilà, il a parlé de parrain judiciaire, lui, bon, donc voilà. Et je sais qu'il y a un groupe de travail extrêmement dynamique. C'est un sujet qu'il a pris en compte personnellement et qu'il souhaite porter politiquement. Il y a des sujets de financement, des sujets de facilitation des isolements, de recrutement et aussi de rôle. Ça renvoie, donc le garde des Sceaux est parfaitement saisi de ce sujet et travaille intensément sur cette question. Ça renvoie, au moins partiellement, au sujet que vous avez évoqué de la place de l'avocat en protection de l'enfance, voilà, parce que, à nouveau, et ça renvoie un peu à ma question préalable des adultes qui entourent l'enfant, qu'ils soient victimes de violences et en protection de l'enfance ou qu'ils soient uniquement en protection de l'enfance, c'est pour nous un vrai sujet. L'avocat systématique en protection de l'enfance, c'est peut-être la dernière étape, ou une étape supplémentaire de transformation du rôle du juge des enfants. Moi, j'ai interpellé dans plusieurs cadres, à la fois les juges des enfants, mais surtout le ministère de la Justice, pour réfléchir à ce sujet-là. De toute évidence, si des audiences sont aujourd'hui composées de l'avocat de la famille, enfin des parents, de l'avocat de l'enfant, vous aurez évidemment l'avocat du département, tant des conclusions de travailleurs sociaux sont contestées par les familles, par les enfants, par les avocats eux-mêmes. Il faut lire les réseaux sociaux et la façon dont je suis interpellée sur la notion de placement abusif pour voir que, de toute façon, voilà. Donc ça veut dire que le juge des enfants ne sera plus le juge tel qu'il a été conçu par l'ordonnance de 1945
du général de Gaulle et par les ordonnances de 58 en matière de protection de l'enfance, mais sera un juge arbitre des conflits et des droits et des autres. Voilà. Je pense que c'est une évolution qui doit être d'abord, évidemment, travaillée avec les magistrats eux-mêmes, et on voit bien qu'ils sont tiraillés les uns et les autres dans l'évolution de ce métier, et qui doit être réfléchie avec, évidemment, la représentation nationale et avec l'ensemble des parties prenantes, parce que c'est une évolution, pour moi, majeure. Elle est majeure dans le rôle du JE, elle est aussi majeure dans un principe auquel on tient tous, le rôle du juge des enfants sur le parcours de l'enfant, et je reviens au fait qu'on a tous été très attachés à ce que le JE reste le JE au pénal et le JE au civil. Si on change le sens de la procédure devant le JE au civil, il ne restera pas grand-chose pour séparer les deux JE et pour correctionnaliser la procédure pénale des mineurs, au sens la rendre de plus en plus proche de celle des majeurs. J'appelle votre attention sur le fait que moi, je ne peux pas être seule à porter ce sujet qui me paraît être un sujet aussi éminemment important sur l'office du juge, sur l'office du juge des enfants. Le juge des enfants, figure emblématique de la magistrature, figure emblématique de notre histoire, qui compte. Voilà. En tout cas, dans les réflexions que nous avons, puisqu'il y a un PPL qui a été reposé à l'Assemblée, il ne me paraîtrait pas inintéressant, en tout cas, de proposer la désignation d'un avocat quand il y a une affaire pénale en cours où l'enfant est victime, qu'il soit victime de violences familiales, pardonnez-moi, à titre principal comme réceptionnaire des violences, ou bien à titre en tant que victime collatérale des victimes de la maman ou du papa, enfin, bref, des victimes conjugales, parce que là, on se rend compte qu'un certain besoin de coordination qui peut être plus assumé par l'avocat serait une piste. Voilà. Et quelque chose de cohérent entre les différents procès, etc. Voilà, c'est une piste, mais au-delà de ça, vraiment, j'appelle votre attention sur les mouvements tectoniques des plaques qui font que le juge des enfants change de mission et qu'on ne peut pas le faire comme ça. Pardonnez-moi, personne aujourd'hui peut dire qu'il ne faut pas d'avocat pour un enfant. Ce n'est pas tenable, même au regard du droit des enfants. Mais il y a quand même des enjeux derrière. Le pécule, vaste sujet. 48% des enfants qui sortent de l'ASE ont accès à ce pécule. Chiffre que nous avons évalué après avoir constaté sur le terrain que nous avions une multitude de jeunes qui ne savaient pas qu'ils avaient un pécule, qui ne savaient pas comment demander leur pécule pour autant qu'ils savaient qu'ils avaient un pécule, et la CDC, la Caisse des dépôts et consignations, qui ne retrouvaient pas les pécules. Par ailleurs, des pratiques extrêmement hétérogènes des CAF qui versent ou non l'allocation de rentrée scolaire aux parents s'il y a un lien suffisamment fort qui laisse à penser que l'enfant peut rentrer dans la famille. Bref, donc, pardonnez-moi, mais des pratiques, j'allais dire, je risquais d'être un peu familière, des pratiques absolument hétérogènes qui justifient pour moi, de toute façon, de remettre le dispositif à plat. Je vous rejoins parfaitement sur le fait que, conclusion, ces enfants dont on sait que le parcours scolaire est totalement erratique au gré de leur placement, etc., est aujourd'hui pas suffisamment pris en compte par l'éducation nationale, d'où l'importance de la place de l'équipe de l'éducation nationale dans les CDPE. Je me pose la question du fait de pourquoi ces enfants n'ont pas le droit, eux aussi, à leur basket et à leur cartable neuf, à leur rentrée scolaire, et pourquoi ils n'ont pas le droit aussi à leur allocation de rentrée scolaire, comme tous les écoliers et comme tous les collégiens et les lycéens de France. Et effectivement, la question de l'allocation de ressources, y compris d'ailleurs des autres allocations familiales, au pécule de l'enfant, me paraît être un sujet pas inintéressant à porter, et nous y travaillons dans le cadre de ces sujets d'allocation, de la branche famille et d'équilibre des finances publiques aussi. Mais vraiment, on a un vrai sujet sur cette histoire de pécule, à la fois sur le dispositif en lui-même et sur ce qu'on veut faire et sur la facilité qu'on doit donner à ces jeunes pour s'insérer dans la vie une fois qu'ils ont 18 ans. Alors, la PPL de Caroline Janvier sur la question des écrans, je finirai juste par ça. La question des écrans, évidemment que la question dans les enjeux de la protection des enfants numériques, il y a bien sûr les infractions, les ADI, etc. La question de l'utilisation des écrans, de l'addiction aux écrans, des conséquences physiques, des conséquences en termes d'acquisition du langage,
des conséquences neurologiques qui sont plus ou moins contestées, hein, donc mais comportementales certainement pas. Le fait que nos gamins finalement font ça plus que un livre entre les mains, incontestablement. La PPL de Caroline Janvier, qui je crois n'est pas encore inscrite, mais qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, est assez complète. Elle parle d'une vraie politique publique de santé en matière d'écran. Elle vise à contraindre évidemment les vendeurs d'écrans à être plus informatifs sur les risques des écrans. Elle vise aussi à ce que l'ensemble des documents remis dans le cadre, non mais des bon alors enfin encore un logo mais quand même qui peut paraître certes une puce dans la marée, enfin une goutte d'eau dans la marée, mais toutes les gouttes d'eau comptent. Voilà. L'information aussi au moment, dans le cadre de la politique des 1000 premiers jours, l'information plus visuelle dans les carnets de santé, etc. Il y a toute une stratégie autour des écrans, mais elle vient, cette PPL, compléter toute une politique que nous conduisons à plusieurs au sein du gouvernement, avec Jean-Noël Barrot, avec Pap Ndiaye, pour sensibiliser, responsabiliser les familles, sensibiliser, responsabiliser les enfants, qui sont souvent les meilleurs ambassadeurs, même s'ils sont quand même très addicts aux écrans, et bien sûr l'ensemble des professionnels. Les professionnels aussi de l'enfant seront formés à la question des écrans et aux impacts de l'écran. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ce dialogue franc et passionné. Merci beaucoup. Merci. Oui, on vous connaît et on apprécie toujours autant la passion que vous mettez dans nos échanges et les réponses. On pourra donc avoir tous les éléments. Bien sûr. Oui, c'est voilà. ça. Bernard Bonne a d'autres questions. Dans la temporalité que vous souhaiterez, je répète que je reste à votre disposition sur les enjeux pratiques, sur les sujets MNA. On verra sur les MNA si on ne fait pas en effet une réunion spécifique, une audition spécifique avant l'été, sans aller jusqu'à une mission flash, mais au moins entendre les départements. Bien sûr. Au moins entendre les départements avec les recrudescences, voire avec les lois, puisque c'était une mission conjointe avec la commission des lois, qu'on arrive à faire peut-être avant l'été, avant l'interruption de l'été. En tout cas, on a bien conscience un temps spécifique sur ce sujet des MNA. Qui a besoin de réponses rapides et urgentes dans la situation actuelle, de moyen terme et de long terme, de toute évidence. Voilà, si je puis me permettre, on travaille sur ça, en particulier avec les départements concernés. Hein? Non. Ben non, que la protection de l'enfance. Ben non. Tout à fait. Merci beaucoup.